Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à la découverte du français tel qu'il est parlé dans la vraie vie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers que tous les habitants et visiteurs de France connaissent bien, les transports publics. Que ce soit dans le métro parisien, le tramway de Lyon, les bus de Marseille ou les trains régionaux, comprendre les Français dans ces environnements n'est pas toujours facile. Les conversations vont vite, les expressions changent selon les régions, et les annonces semblent parfois sorties d'un autre monde. Dans cet épisode, nous allons suivre deux amis, Thomas et Nassim, qui discutent de leur expérience quotidienne dans les transports. L'un est français, habitué à ses codes, à ce rythme, à ces expressions parfois familières. L'autre, lui, apprend encore à décoder les subtilités de la langue française dans le vrai monde, celui où les gens parlent vite, où tout le monde est pressé et où chaque mot compte. Au fil de leur conversation, ils vont analyser les situations typiques, les annonces dans le métro et les messages automatiques, les petites phrases des passagers, souvent à demi-mot, les dialogues rapides avec les chauffeurs, et surtout les habitudes de communication à la française, le ton, les gestes, les sous-entendus. Ce podcast a pour but de t'aider à mieux comprendre le français vivant, celui que tu entends chaque jour si tu voyages en France. Tu apprendras non seulement le vocabulaire du transport, mais aussi les expressions, le rythme, les intonations et même la culture du silence typique des trajets matinaux. Prépare-toi à écouter, à observer et à apprendre à travers les échanges entre Thomas et Nassim. C'est un vrai voyage linguistique dans le monde du métro, du bus, du train et surtout dans le langage naturel des Français. Tu sais, Nassim, quand on vit à Paris ou dans une grande ville française, on passe tellement de temps dans les transports que ça devient presque un autre monde. On a nos habitudes, notre façon de parler, notre ton. Et parfois, je me rends compte que pour quelqu'un qui apprend le français, tout ça doit paraître complètement flou. Exactement, c'est ça. Moi, au début, je croyais que j'étais nul en français. Je montais dans le métro, j'entendais les gens parler autour de moi, et je ne comprenais presque rien. Pourtant, ce n'était pas du vocabulaire compliqué, mais ils parlent vite, ils avalent les mots, ils se coupent la parole, et souvent ils utilisent des expressions que je n'ai jamais vues dans les livres. Ah oui, c'est typique. Les Français, surtout dans les transports, ils parlent avec un rythme de métro. Tout va vite. Ils réduisent les phrases, ils laissent tomber des syllabes. Par exemple, au lieu de dire « je ne sais pas », ils disent « je sais pas ». Tu veux venir devient « tu veux venir ?» Et parfois même on entend juste « venir ». Oui, et les annonces aussi. Attention à la marche en descendant du train. La ligne 8 est momentanément interrompue entre... Parfois, j'ai l'impression que la voix va trop vite. Et dans le bruit, c'est encore pire. C'est vrai. Et puis, il y a une autre chose. Les gens dans les transports ne parlent pas toujours clairement parce qu'ils ne veulent pas être trop entendus. C'est une forme de pudeur française. Tu vois, on parle à voix basse, un peu entre les dents, surtout quand il y a du monde. Donc, pour un étranger, c'est comme si tout le monde murmurait un code secret. Exactement. Je me souviens d'une fois où une dame m'a parlé dans le bus. Elle m'a demandé si c'était bien l'arrêt de la République. Mais je n'ai compris que le mot République. Et j'ai juste répondu « oui, oui » en souriant, sans être sûr du tout. Après, je me suis demandé ce qu'elle avait vraiment dit. Ah, classique. En fait, tu viens de toucher un point important. Comprendre les Français dans les transports, ce n'est pas seulement une question de langue, c'est une question d'écoute active. Il faut écouter le ton, les sons, les contextes. Par exemple, si quelqu'un regarde dehors en disant « on y est », c'est qu'il se demande si c'est le bon arrêt. Si quelqu'un dit « pardon » sans te regarder, c'est qu'il veut passer. Tout est dans les petits signaux. Donc, en fait, c'est presque un apprentissage culturel. Exactement. Comprendre les Français dans les transports, c'est comprendre leur manière d'être dans les lieux publics. Réservés, polis, rapides, parfois un peu fatigués. Et tout ça se reflète dans la façon dont ils parlent. C'est drôle parce que maintenant que tu m'écoutes, je réalise que j'entends mieux ces nuances. Avant, j'entendais juste du bruit. Maintenant, j'arrive à capter les mots-clés, le ton et même les attitudes. C'est un vrai progrès. Et c'est justement ce que nous allons explorer ensemble dans les prochaines parties. On va décoder ces situations une à une. Comment comprendre une annonce, comment saisir les phrases entre passagers, comment parler soi-même naturellement dans un bus ou un métro sans avoir l'air perdu. Ça me plaît, parce que comprendre les Français dans les transports, c'est aussi une manière de comprendre la France dans son quotidien. Fondu sonore, bruit de train qui démarre.
Voix automatique. Prochain arrêt. Conversation suivante. Speaker 1, éducatif. Speaker 2, éducatif. Tu vois, c'est exactement ça, Thomas. Ces annonces-là, je les entends tous les jours, mais je comprends seulement la moitié. Parfois, c'est trop rapide, parfois la voix est déformée, et avec le bruit du train, c'est un vrai défi. Ah oui, c'est normal. Même pour les Français, certaines annonces sont difficiles à comprendre, surtout dans les vieilles stations. Le son résonne, il y a de l'écho, et puis la voix est souvent robotique, presque sans rythme naturel. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a des mots que je n'utilise jamais dans la vie de tous les jours, comme correspondance, direction ou trafic perturbé. Ce sont des mots très typiques du métro. Exactement. Le langage du métro, c'est un peu une langue à part. Par exemple, correspondance veut dire qu'on peut changer de ligne à cet arrêt. Terminus veut dire que c'est la dernière station. Et trafic perturbé signifie qu'il y a un problème sur la ligne. Et quand ils disent « la ligne 4 est momentanément interrompue entre Montparnasse et Châtelet », ça veut dire que le train ne circule pas entre ces deux stations. D'accord. Et l'expression « attention à la marche », elle revient tout le temps. C'est pour prévenir qu'il y a un petit espace entre le train et le quai, c'est ça? Exactement. C'est une formule très française, presque symbolique. Elle existe dans tous les métros du pays. Et si tu veux un petit secret, les Français n'y prêtent presque plus attention. Ils l'entendent tellement souvent qu'ils ne l'écoutent même plus. Ah, donc c'est un peu comme une musique de fond. Mais pour moi, c'est encore une phrase à décrypter. Ce qui m'aide maintenant, c'est de repérer les mots-clés. Par exemple, quand j'entends correspondance, je sais qu'il y a un changement possible. Quand j'entends terminus, je sais qu'il faut descendre. C'est exactement la bonne méthode. En fait, dans les transports, il ne faut pas essayer de comprendre mot à mot, mais plutôt de capter l'information essentielle. L'oreille doit reconnaître les mots importants, le reste, c'est souvent du remplissage. Oui, mais le problème, c'est que parfois, les annonces sont pleines de détails inutiles pour moi. Par exemple, en raison d'un incident technique, le trafic est ralenti sur l'ensemble de la ligne. Au début, je pensais qu'il parlait de moi. Non, c'est juste un message automatique. En gros, ça veut dire « patientez, ça va prendre du temps ». Les Français savent que c'est une façon polie de dire « vous allez être en retard ». Je comprends mieux maintenant. Finalement, il faut aussi apprendre à décoder le ton. Une annonce calme, c'est normal. Une annonce répétée 3 fois avec un ton sérieux, c'est mauvais signe. Exactement. Et ce ton, c'est quelque chose que seuls les habitués comprennent. C'est comme un langage caché du métro. On apprend à reconnaître la gravité dans la voix. C'est fascinant. En fait, il faut écouter avec l'oreille, mais aussi avec l'expérience. C'est bien résumé. Et tu verras, plus tu prendras les transports, plus ton oreille va s'adapter. Tu vas finir par comprendre sans même y penser, comme les datifs. C'est motivant ça. Et la prochaine fois qu'une annonce parle de trafic perturbé, je saurai que je dois peut-être marcher un peu plus. Ou tout simplement, prendre ton mal en patience, comme un vrai Français. Tu sais, Nassim, ce qui surprend souvent les étrangers dans les transports en France, ce n'est pas seulement la vitesse à laquelle les gens parlent, mais aussi la manière dont ils le font. Les Français, dans le métro ou le bus, parlent rarement fort. Ils murmurent, ils chuchotent, ou ils parlent entre les dents. Oui, j'ai remarqué ça. Moi, dans ma culture, quand on parle dans un lieu public, on parle normalement, on exprime sa voix. Mais ici, j'ai l'impression que tout le monde a peur d'être entendu. C'est tout à fait vrai. En France, dans les transports, il y a une espèce de règle invisible du silence. Les gens évitent d'attirer l'attention. Parler fort, c'est souvent perçu comme impoli. Donc, les conversations sont discrètes, parfois à peine audibles. Et c'est pour ça qu'elles sont si dures à comprendre pour toi. Même pour un Français, parfois, c'est compliqué. Oui, souvent j'entends des bouts de phrases comme « je suis crevé »,« t'as vu l'heure ?»« encore un retard » et je n'arrive pas à tout saisir. Ce sont des mots du quotidien, mais prononcés tellement vite que ça devient un seul son. Exactement. Et c'est là qu'on voit le vrai français parler, celui qu'on n'apprend pas dans les manuels. Par exemple, « je suis crevé » veut dire « je suis très fatigué ». « T'as vu l'heure » veut dire « regarde l'heure qu'il est », souvent on dit avec agacement. « Encore un retard », c'est une plainte classique contre les transports. Ah oui, je les entends souvent dire aussi « c'est abusé » ou « c'est la galère aujourd'hui ». C'est un peu comme des codes émotionnels, non? Oui, tout à fait.
Ce sont des expressions familières qu'on utilise pour exprimer la frustration, la fatigue ou juste la routine. C'est abusé veut dire c'est trop ou c'est exagéré. Et c'est la galère signifie c'est difficile, c'est compliqué, souvent à cause d'un problème du quotidien. Donc, si je comprends bien, ces phrases ne veulent pas toujours dire ce qu'elles semblent dire. Il faut comprendre l'émotion derrière. Exactement. C'est ce qu'on appelle le non-dit français. Dans les transports, les gens parlent peu, mais tout passe par le ton, le soupir, le regard. Quand quelqu'un dit « super, encore un contrôle », il ne veut évidemment pas dire que c'est super, c'est de l'ironie. Ah oui, cette ironie. J'ai mis du temps à la comprendre. Parfois, je croyais que les gens étaient sincères, alors qu'en réalité, ils se plaignaient. C'est un piège classique. En France, le ton change tout. Le même mot peut avoir plusieurs sens selon la façon dont on le dit. Par exemple, « super » avec un ton neutre, c'est bien. « Super » avec un soupir, c'est mauvais. C'est pour ça qu'il faut écouter la musique de la phrase, pas seulement les mots. Je comprends mieux maintenant pourquoi j'avais l'impression d'être perdu, même quand je reconnaissais les mots. En fait, il faut écouter comme on regarde un film. Il y a les dialogues, mais aussi l'atmosphère, les émotions, les gestes. Exactement. Et c'est ça la clé. Tu dois entendre le rythme émotionnel du français. Et le métro, c'est un excellent terrain d'entraînement. Tu as des gens fatigués, pressés, énervés, parfois joyeux. Chaque trajet raconte une histoire. C'est vrai. Et maintenant, quand je prends le bus, j'écoute les conversations différemment. Je n'essaie plus de tout traduire. Je ressens d'abord le ton. Et souvent, je comprends mieux le sens général. C'est parfait, Nassim. C'est exactement ce que font les natifs. Comprendre sans forcément traduire, c'est le signe que ton oreille s'habitue. Alors Nassim, dis-moi, tu parles parfois au chauffeur quand tu prends le bus? Oui, ça m'arrive, mais pas souvent. Au début, j'avais peur de faire des erreurs. Une fois, j'ai voulu demander si le bus allait bien jusqu'à ma station. Et j'ai dit « Est-ce que tu vas à République ?» Il m'a répondu poliment, mais j'ai senti que j'aurais dû dire autrement. Ah oui, c'est une erreur très commune. En France, quand tu t'adresses à quelqu'un que tu ne connais pas, surtout un chauffeur, il faut toujours utiliser « vous ». Donc la bonne phrase, ce serait « Excusez-moi, est-ce que vous allez jusqu'à République ?» Oui, j'ai compris ça après. Et j'ai aussi remarqué que les Français disent souvent « bonjour » avant toute chose, même dans le bus. Exactement. C'est un détail essentiel, mais culturellement très fort. En France, quand tu montes dans un bus, il est très apprécié de dire bonjour au chauffeur, même juste en passant. Ce n'est pas obligatoire, mais ça montre du respect. Et quand tu descends, tu peux dire merci, au revoir. Ah, donc c'est comme une petite politesse du quotidien. Oui, et ça change tout. Tu verras. Si tu salues le chauffeur, il te répondra souvent avec un sourire ou un signe de tête. C'est une habitude très française. Et quand on veut poser une question, il faut toujours dire « excusez-moi » avant ? Oui, c'est une formule de base. Par exemple, « Excusez-moi, est-ce que ce bus s'arrête à la gare ?» Ou « Excusez-moi, à quel arrêt faut-il descendre pour aller à l'hôpital ?» Ce sont des phrases très naturelles et les chauffeurs y sont habitués. Et s'il y a du monde dans le bus, est-ce que c'est mal vu de parler? Non, tant que tu parles doucement et que tu restes bref. En général, les gens évitent de déranger le chauffeur, surtout quand il conduit. Donc, il faut parler vite, poliment, et ne pas monopoliser son attention. Je vois. Et quelles sont les erreurs à éviter? Il y en a quelques-unes. Par exemple, éviter de dire « Hé, monsieur » ou « Hé, vous ». C'est trop familier. Il vaut mieux dire « Excusez-moi, monsieur » ou « S'il vous plaît ». Autre erreur fréquente, tutoyer le chauffeur ou donner un ordre comme « Ouvrez la porte ». C'est perçu comme impoli. Il faut toujours garder une forme douce, même quand tu es pressé. Oui, j'ai déjà entendu des gens crier « la porte » d'un ton sec et j'ai senti que ce n'était pas très respectueux. Exactement. En France, la politesse est souvent dans la manière de dire les choses, pas seulement dans les mots. Même un simple « S'il vous plaît, vous pouvez ouvrir la porte, s'il vous plaît ?» passe beaucoup mieux. C'est vrai que dans d'autres pays, on parle plus directement. Ici, tout est plus nuancé, plus codé. Oui, et c'est ce qui rend le français intéressant. Dans les transports, la politesse fait partie du langage. C'est une façon d'équilibrer la promiscuité. Comme on est tous entassés, un peu fatigués, la courtoisie sert à garder une bonne ambiance. Je trouve ça beau en fait.
Ce sont des petits gestes, mais ça crée du respect mutuel, absolument. Et si tu veux parler comme un vrai Parisien, n'oublie pas, dire bonjour en entrant, merci, bonne journée en sortant, et garder le ton calme, même quand le bus est plein. Je vais m'y entraîner. Et je crois que la prochaine fois, je saluerai le chauffeur avant même de valider mon ticket. C'est parfait. Et tu verras, ce simple bonjour fera une grande différence. Tu sais, Thomas, au début, ce qui m'a le plus surpris dans les transports français, ce n'est pas la vitesse du métro, ni les annonces, mais le silence. Parfois, dans une rame pleine de gens, personne ne parle. On n'entend que les bruits des portables et les soupirs. C'est vrai, c'est quelque chose de très typique. En France, surtout dans les grandes villes comme Paris, il y a une sorte de culture du silence dans les transports. Ce n'est pas une règle écrite, mais tout le monde la respecte plus ou moins. Mais pourquoi? Les gens ont peur de déranger? Oui, un peu. C'est une question de respect de l'espace personnel. En fait, les Français sont assez réservés dans les lieux publics fermés. Quand ils prennent les transports, ils se coupent un peu du monde. Ils écoutent de la musique, lisent ou regardent leur téléphone. C'est un moment de calme, une sorte de bulle, avant ou après le travail. Je comprends. Mais c'est déroutant pour moi. Dans mon pays, quand on est serré dans un bus, tout le monde parle, rit, échange. Ici, même si les gens se touchent presque, c'est comme s'ils étaient chacun dans leur monde. C'est exactement ça. En France, la promiscuité ne veut pas dire proximité. Tu peux être à 10 centimètres d'une personne sans échanger un mot avec elle. C'est une façon de se protéger. On garde une distance symbolique, même dans un espace rempli. Et pourtant, ce silence est parfois pesant. Je me souviens d'un jour où une femme parlait fort au téléphone, et tout le monde la regardait avec désapprobation. Oui, c'est un classique. Les Français n'aiment pas qu'on parle fort dans les transports. Pas par agressivité, mais parce que c'est perçu comme une intrusion. Chacun veut que son trajet reste tranquille. Même les rires trop bruyants attirent les regards. C'est vrai. Et j'ai remarqué aussi que les gens évitent le contact visuel. Personne ne regarde vraiment les autres. Exactement. C'est une autre règle invisible. Éviter de fixer les gens. Ce n'est pas de la froideur, c'est une forme de pudeur. On respecte la vie privée des autres, même dans un lieu public. Donc, si je comprends bien, dans les transports français, le silence, c'est une forme de politesse. Parfaitement résumé. Le silence ici, c'est du respect. On ne veut pas envahir l'espace sonore ou visuel des autres. Et paradoxalement, ce silence crée une certaine harmonie. Tout le monde cohabite, mais sans se déranger. Je vois. Et quand quelqu'un brise le silence, par exemple un musicien ou un groupe d'adolescents, comment réagissent les gens? Souvent avec de la gêne ou de l'indifférence, les gens baissent la tête, mettent leurs écouteurs. En France, on évite le conflit. Même si on est agacé, on ne dit rien. Le non-dit encore une fois. C'est vraiment culturel. Dans beaucoup d'endroits, le silence c'est lourd. Ici, c'est normal. Oui, et pour comprendre les Français, il faut accepter ce silence comme une partie du langage. Ce n'est pas un vide, c'est une communication subtile. Je te respecte, tu me respectes. C'est intéressant. Finalement, même sans parler, les Français disent quelque chose. Exactement. Et c'est là que commence la vraie compréhension, entendre ce que les mots ne disent pas. Thomas, j'ai remarqué quelque chose de curieux dans les transports français. Les gens ne parlent presque pas, mais quand ils le font, ils utilisent souvent 3 mots. Pardon, merci et excusez-moi. Exactement. Ces 3 mots, c'est un peu le langage minimal du métro français. Même si tu ne parles pas bien français, si tu maîtrises ces mots-là, tu peux survivre dans n'importe quelle rame. C'est vrai, au début je croyais que pardon voulait dire désolé, mais ici on l'utilise pour tout. Oui, c'est l'un des mots les plus polyvalents du français parlé. Dans les transports, pardon veut dire « je passe » quand tu veux te frayer un chemin, ou « attention » quand tu bouscules quelqu'un par accident, ou simplement « excusez-moi » dans un ton plus neutre. Donc si je veux descendre et qu'il y a beaucoup de monde, je peux dire juste pardon? Exactement. Et tu verras, tout le monde se pousse un peu. C'est une sorte de mot magique. Il n'est pas agressif, il n'est pas trop formel, il ouvre la voie, littéralement. J'ai aussi entendu des gens dire « excusez-moi » pour demander une place ou pour vérifier un arrêt. Quelle est la différence entre les deux? Bonne question. Excusez-moi est un peu plus formel. On l'utilise pour attirer poliment l'attention.
Excusez-moi, est-ce que c'est l'arrêt de la gare? Ou excusez-moi, cette place est libre? C'est une manière plus respectueuse de commencer une phrase. Et merci, j'ai l'impression que c'est presque un réflexe ici. Oui, c'est vrai. Même si on te cède un passage de quelques centimètres, tu dis merci. C'est une marque de respect réciproque. En France, on attend souvent un petit mot de reconnaissance, même pour les gestes simples. C'est drôle, parce qu'au début, je disais merci beaucoup à chaque fois, mais je voyais que les gens répondaient juste de rien, ou il n'y a pas de souci, sans émotion. Ah oui, merci beaucoup est très poli, mais dans le métro, ça peut paraître un peu trop formel. Les Français vont plutôt dire merci, ou parfois juste un sourire, ou un signe de tête. C'est plus naturel. Je vois. Donc dans les transports, il faut être poli, mais simple. Exactement. Le secret, c'est d'être courtois sans en faire trop. Par exemple, pardon quand tu veux passer, merci quand on te laisse passer, excusez-moi quand tu veux demander quelque chose. C'est intéressant. En fait, ce sont des mots très courts, mais ils font tout le travail de communication. Oui, ce sont les piliers du vivre ensemble français. Et ce qui est beau, c'est qu'ils marchent partout, pas seulement dans le métro. Dans une boulangerie, à la poste, au marché, ces 3 mots ouvrent toutes les portes. C'est vrai, et je remarque aussi que tout dépend du ton. Si on dit pardon trop fort, ça peut paraître agressif. Exactement. Le ton, c'est la clé. En France, la politesse est dans la voix douce, dans la modération. Un pardon chuchoté vaut mieux qu'un excusez-moi crié. Je vais faire attention à ça. Finalement, pour comprendre les Français, il faut aussi comprendre la musique de leurs mots. Très bien dit. Et tu verras, à force de les entendre, tu sauras même quand dire pardon sans y penser. C'est presque un réflexe culturel. Thomas, il faut que je t'avoue quelque chose. J'ai toujours du mal à comprendre le rapport des Français avec la ponctualité. On dit souvent que les Français ne sont pas à l'heure, mais dans les transports, j'ai l'impression que tout le monde court. Ah oui, c'est une contradiction intéressante. En fait, les Français attachent de l'importance à la ponctualité, surtout dans le milieu professionnel. Mais dans la vie quotidienne, surtout avec les transports, ils ont appris à s'adapter au retard. C'est vrai que les annonces de trafic perturbé ou train supprimé sont presque quotidiennes. Exactement. C'est devenu une sorte de routine. Les gens râlent, soupirent, ils savent que ça fait partie du système. Et du coup, ils prévoient toujours un peu de marge. Quand un Français doit être quelque part à 9h, il prend souvent le métro de 8h20, pas celui de 8h50. Donc, ils sont ponctuels, mais méfiants. C'est ça. Ils ne font pas toujours confiance au transport, donc ils compensent. Et en même temps, ils savent que tout le monde est dans la même galère. Si tu arrives avec 5 ou 10 minutes de retard à cause d'un problème de métro, personne ne t'en veut vraiment. Tant que tu dis « le métro était bloqué », tout le monde comprend. C'est marrant parce que dans beaucoup d'autres pays, être à l'heure, c'est presque une obsession. Ici, j'ai l'impression que c'est plus souple. Oui, c'est culturel. En France, la ponctualité dépend du contexte. Pour un rendez-vous professionnel, les gens font l'effort. Pour un dîner entre amis, 10 minutes de retard, c'est normal. Pour un train, on s'adapte. C'est une ponctualité flexible. Et dans les transports, les gens s'en plaignent souvent, non? Ah oui, c'est un sujet national. Les Français adorent se plaindre des retards, surtout dans le métro et les trains. C'est presque une forme de lien social. Tu entends souvent des phrases comme « c'est toujours pareil, jamais à l'heure »,« encore un problème technique, comme par hasard »,« ils auraient pu prévenir plus tôt ». C'est une manière d'exprimer la frustration, mais aussi de créer une complicité entre passagers. Oui, j'ai remarqué que les gens râlent ensemble, mais sans vraiment se fâcher. C'est comme un petit rituel. Exactement. On râle, on soupire, on échange un regard complice, et tout le monde continue sa route. En fait, râler, c'est aussi une façon de communiquer. Et toi, tu crois que c'est un signe d'impatience ou d'humour? Un peu des deux. Les Français aiment critiquer ce qui ne marche pas, mais souvent avec une touche d'humour. Ça fait partie de leur identité. Et paradoxalement, ça rend les retards plus supportables. Donc, si je comprends bien, pour bien vivre les transports en France, il faut 2 qualités, la patience et le second degré. Exactement. Si tu es ponctuel, sans être stressé, et que tu sais sourire face à un retard, tu comprends déjà beaucoup de la mentalité française. C'est une belle philosophie, en fait. Accepter que tout ne soit pas parfait, mais avancer quand même. C'est ça. Et c'est ce que j'aime dans les transports. Ils montrent le vrai visage de la France. Imparfaite, mais résiliente. Tu sais, Thomas, j'ai remarqué quelque chose d'assez étrange. En général, les Français sont très silencieux dans les transports, mais parfois,
Il arrive qu'un inconnu engage la conversation, un peu comme si c'était inattendu, presque exceptionnel. Oui, tu as raison. C'est rare, mais quand ça arrive, c'est souvent à cause d'un événement particulier. Une panne, un retard, une situation drôle ou anormale. Par exemple, si le métro reste bloqué 10 minutes dans un tunnel, tout d'un coup, les gens se mettent à parler. C'est vrai. J'ai déjà vécu ça. On était bloqué entre deux stations et un monsieur a dit « Ah, encore un arrêt surprise, ça manquait aujourd'hui ». Tout le monde a ri et d'un coup, l'ambiance a changé. Exactement. Et les Français adorent ces petits moments d'humour collectif. C'est une façon de casser la tension, de se sentir moins seul dans l'attente. Tu vois, dans les transports, la parole circule quand le silence devient trop lourd. Mais sinon, en dehors de ces situations, j'ai l'impression que les gens évitent de parler aux inconnus. C'est vrai. En France, la frontière entre l'espace public et l'espace personnel est très nette. Parler à un inconnu sans raison peut paraître intrusif. Si quelqu'un entame une conversation sans contexte, les gens peuvent se méfier. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste une question de distance sociale. Oui, j'ai remarqué ça. Une fois, j'ai voulu dire bonne journée à une dame en descendant du bus. Elle m'a regardé surprise, mais poliment. Je crois qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Ah oui, c'est typique. Ce n'est pas mal pris, mais c'est inhabituel. En général, les échanges entre inconnus sont plus faciles dans les petites villes ou les villages. À Paris, par exemple, les gens sont pressés, concentrés sur leur trajet, pas vraiment disponibles pour discuter. Et pourtant, quand quelqu'un ose parler, ça crée toujours une sorte de moment humain. Et c'est vrai. Et tu verras, souvent ce sont les personnes âgées ou les enfants qui lancent la conversation. Une grand-mère peut dire « Il fait froid aujourd'hui, hein ?» Et là, quelqu'un répond, un autre ajoute une remarque, et pendant quelques stations, tout le wagon devient un petit salon de discussion. J'aime beaucoup ces moments-là. On sent de la chaleur, une humanité, comme si les Français, sous leur réserve, avaient juste besoin d'un prétexte pour parler. C'est exactement ça. Et les Français aiment parler, mais ils attendent un contexte pour le faire. Un retard, un sourire, un événement. Ils n'aiment pas déranger, alors ils cherchent la bonne occasion. Je vois. Donc, si je veux engager une conversation dans le métro sans paraître bizarre, il vaut mieux que j'aie une raison, un commentaire sur quelque chose qui vient de se passer. Oui, c'est la clé. Par exemple, tu peux dire « Encore une panne, décidément » ou « Il fait chaud aujourd'hui dans le métro ». Ce sont des phrases neutres, légères, qui ouvrent la discussion sans gêne. Je vais essayer ça. C'est une belle façon d'apprendre le français vivant, celui qui n'est pas dans les manuels. Exactement. Et qui sait, parfois une simple conversation dans un bus peut se transformer en amitié. C'est vrai. Comme quoi, comprendre les Français dans les transports, c'est aussi apprendre à sentir quand parler et comment parler. Très juste. Et c'est là que commence la vraie maîtrise du français. Comprendre le rythme social, pas seulement les mots. Thomas, il y a un moment que j'observe avec beaucoup d'intérêt. Le métro du matin. J'ai l'impression que c'est un monde à part. Les visages sont fermés, personne ne parle, tout le monde regarde son téléphone ou fixe le sol. Ah oui, le métro du matin, c'est presque sacré. On pourrait dire que c'est le temple du silence français. Les gens ne sont pas forcément de mauvaise humeur, mais ils sont encore entre deux mondes. Pas vraiment réveillés, pas encore au travail. C'est vrai. Moi, la première fois que j'ai pris le métro à 7h30, j'ai cru qu'il s'était passé quelque chose de grave. Personne ne souriait. Rire. Non, non, c'est juste la routine. Le matin, en France, les gens ont besoin de temps pour se réveiller intérieurement. Ils ne parlent pas beaucoup, ils évitent le contact visuel, et tout bruit trop fort est perçu comme une agression. Donc, ce n'est pas de la froideur, c'est juste une forme de concentration. Exactement. Le trajet du matin, c'est un moment de transition. Beaucoup en profitent pour lire, écouter de la musique ou juste réfléchir. C'est comme une bulle avant le tumulte de la journée. Je comprends mieux maintenant. J'avais tendance à penser que les gens étaient fermés ou tristes, mais en fait, c'est juste leur manière de se protéger du stress. C'est ça. Et tu verras que le ton change complètement le soir. Le métro du matin est silencieux,
mais celui du soir est plus vivant. Les gens parlent plus, rient un peu, partagent leurs frustrations de la journée. C'est presque un autre monde. Oui, c'est vrai. Le soir, j'entends souvent des collègues discuter ou des étudiants plaisanter. C'est comme si la tension retombait. Exactement. Le matin, c'est l'énergie du devoir. Le soir, c'est l'énergie du relâchement. Et pour comprendre les Français, il faut saisir ce contraste. Ils expriment peu leurs émotions dans les lieux publics, mais le rythme de la journée les trahit. Et pourtant, même sans parler, on sent le stress. Les gestes sont rapides, les soupirs nombreux, les regards fatigués. Oui, parce qu'en France, le stress se montre dans le corps, pas dans les mots. Le visage fermé, le dos droit, le pas pressé, tout ça dit « je suis en retard » ou « je n'ai pas dormi ». Les émotions passent par le non-verbal. C'est fascinant. En fait, le métro du matin, c'est une sorte de miroir de la société. Tout le monde avance ensemble, mais chacun dans sa bulle. Très belle image, Nassim. Et c'est justement ce qui rend les transports si intéressants pour un observateur. On y voit la France en miniature, sa politesse, sa fatigue, sa retenue, mais aussi sa solidarité discrète. C'est vrai. Une fois, j'ai vu un homme donner sa place à une dame âgée sans un mot. Aucun échange, juste un geste. Mais ce geste disait tout. Exactement. En France, un geste vaut souvent 1000 mots, surtout le matin. C'est une politesse silencieuse. Je trouve ça beau. Finalement, même dans le silence, les Français communiquent. Il faut juste apprendre à écouter autrement. C'est ça, Nassim. Comprendre les Français dans les transports, c'est aussi comprendre leur rapport au temps, à la fatigue et à la pudeur. Thomas, je crois que je commence à reconnaître le français du matin. Il y a un ton particulier, un mélange de fatigue et d'ironie. Parfois, j'entends des phrases que je comprends littéralement, mais je sens qu'elles veulent dire autre chose. Ah oui, c'est tout un art. Le matin, les Français ne sont pas forcément méchants ou désagréables, mais ils utilisent un langage codé pour exprimer la fatigue, l'agacement ou la résignation. Tu peux me donner quelques exemples ? Bien sûr. Par exemple, quand quelqu'un dit « c'est pas possible, pas encore », ça veut dire « je n'en peux plus, j'ai déjà eu une journée difficile avant même de commencer. Je peux plus de ce métro, traduction « je suis épuisé de cette routine ». Allez, courage! Ça ne veut pas dire qu'il est plein d'énergie, mais plutôt qu'il se force à avancer malgré la fatigue. Oui, et j'entends souvent aussi « je suis crevé »,« je suis KO » ou « je suis rincé ». Ce sont toutes des façons de dire « je suis fatigué », non ? Exactement. Crevé, rincé, HS pour hors service, claqué, toutes ces expressions veulent dire épuisé. Ce sont des mots familiers, mais très utilisés, surtout le matin. Et parfois, j'entends des phrases comme « super, encore en retard ». Mais je sais que « super » ne veut pas vraiment dire « super ». Bravo! Tu as compris le sarcasme français. En France, on utilise souvent l'ironie pour supporter les situations désagréables. Quand quelqu'un dit « super » d'un ton sec, ça veut dire exactement l'inverse. C'est la galère. C'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Il faut écouter le ton, pas seulement les mots. Exactement. En fait, comprendre les Français, c'est comme écouter une musique. Le sens est dans la mélodie, pas seulement dans les paroles. Et dans le métro du matin, cette mélodie est souvent lente, lasse, un peu monotone. J'ai remarqué aussi que les Français utilisent beaucoup de soupirs, de petits sons comme « ah là là ». Bon, c'est aussi une forme de langage, non ? Oui, et c'est une partie essentielle du français parlé. Ces petits sons traduisent souvent des émotions. Fatigue, ras-le-bol. Ah là là, surprise, agacement ou découragement. Bon, préparation mentale à affronter la journée. Ces sons, tu ne les trouveras jamais dans les manuels, mais ils sont partout dans la vraie vie. C'est drôle, parce que parfois, ces petits mots disent plus que toute une phrase. Exactement. Et si tu veux te fondre dans le métro parisien, il te suffit de faire un petit « pfff » en entrant dans une rame bondée, tout le monde comprendra ce que tu ressens. C'est vrai que c'est presque un langage universel. Oui, un langage du quotidien, de la fatigue partagée.
C'est une manière de dire « on est tous dans le même bateau ». C'est beau finalement. Même dans la mauvaise humeur, il y a une forme de solidarité. Exactement. Les Français peuvent paraître fermés, mais ils ressentent les mêmes émotions que tout le monde, ils les expriment juste différemment, souvent avec humour ou retenue. Je commence à comprendre que chaque mot, chaque soupir, chaque silence dans le métro a un sens caché. Et c'est ça, Nassim, la vraie compréhension du français, celle des émotions entre les mots. Thomas, j'ai envie de te parler d'un détail que j'adore dans les transports français. Le son. Tout est plein de sons, de rythmes, de petits bruits qui racontent la vie. Quand on s'y habitue, on dirait presque une musique urbaine. C'est très juste. Les transports en France, c'est un peu comme une bande-son quotidienne. Chaque ville a ses sons typiques. Le bip du métro parisien, la cloche du tram de Bordeaux, ou la voix un peu mécanique de la SNCF. Et pour les Français, ces sons font partie du paysage mental. Oui, moi au début, ces sons me dérangeaient. Les annonces automatiques, par exemple, je les trouvais stressantes. Maintenant, je les trouve rassurantes, comme une voix familière. C'est normal. Ces sons créent une sorte de repère. La voix qui dit « attention à la marche » ou « correspondance, ligne 1 » fait partie du quotidien. Même quand on ne l'écoute pas consciemment, elle rythme la journée. Et puis, il y a les autres sons. La musique des écouteurs qui s'échappent, le bruit des pages de journaux, les talons sur le sol, les enfants qui rient. Tout ça, c'est la vie, réelle. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que les Français sont très sensibles au niveau sonore. Trop de bruit, ça les irrite. Trop de silence, ça les met mal à l'aise. Ils aiment un équilibre, une ambiance contenue. C'est vrai. Une fois, un jeune homme parlait fort au téléphone dans le métro. Tout le monde le regardait, mais personne ne disait rien. On sentait la tension. Ah oui, c'est typique. En France, le bruit excessif est considéré comme une forme d'impolitesse. Même sans parler, les sons sont codés. Il y a une hiérarchie invisible. Les annonces officielles ont le droit d'être entendues, les bruits du quotidien sont tolérés, mais le bruit personnel, celui qui dérange les autres, est mal vu. Donc, on pourrait dire que le silence, ici, est une forme de respect collectif. Oui, exactement. Et c'est pour ça que les Français font attention à ne pas imposer leur présence sonore. Ils parlent bas, baissent le volume de leurs écouteurs, évitent les rires trop forts. C'est un équilibre fragile mais essentiel. C'est drôle parce que, dans d'autres cultures, le bruit est perçu comme vivant, comme une preuve de convivialité. Ici, le calme est une valeur. Oui, le calme, la retenue, la discrétion, ce sont des formes de respect social. Dans les transports, c'est presque un contrat moral. Chacun protège la tranquillité de l'autre. Et pourtant, malgré ce calme, les sons racontent beaucoup. Il suffit d'écouter une station, le bruit des valises, des portes, des pas pressés, on devine les histoires des gens. C'est vrai. Un train qui freine brusquement, un soupir collectif, un rire discret, ce sont de petits fragments de vie. Les Français, même silencieux, communiquent à travers ces sons du quotidien. C'est fascinant. Finalement, pour comprendre les Français dans les transports, il ne faut pas seulement écouter les mots, mais écouter la ville elle-même. Exactement. Et c'est ça la beauté de la France urbaine. Une symphonie de bruits et de silences qui reflète le rythme du pays. Thomas, j'ai remarqué quelque chose d'assez amusant dans les transports français. Il y a comme un art secret pour choisir sa place. Ce n'est pas écrit, mais tout le monde semble connaître les règles. C'est vrai, Nassim. Trouver sa place dans le bus ou le métro en France, c'est tout un rituel. On pourrait presque dire que c'est un langage social silencieux. Il y a des codes invisibles, des gestes discrets, des priorités implicites. Oui, par exemple, j'ai remarqué que beaucoup de gens évitent de s'asseoir juste à côté de quelqu'un s'il reste d'autres sièges libres. Exactement. En France, on aime garder une petite distance de confort. Si le bus est à moitié vide, s'asseoir juste à côté d'un inconnu peut être perçu comme intrusif. On laisse toujours un siège vide quand c'est possible. C'est une question d'espace personnel. Et quand le bus se remplit, on voit les gens s'adapter naturellement. Chacun observe, attend, calcule un peu où s'asseoir sans gêner. Oui, c'est un vrai ballet silencieux. Et il y a des priorités implicites. Les places réservées pour les personnes âgées, enceintes ou handicapées. Les sièges près de la porte pour les gens qui descendent vite. Les coins calmes pour ceux qui veulent lire ou écouter de la musique. C'est une organisation invisible mais très respectée. C'est vrai,
Et j'ai remarqué aussi qu'il y a un moment critique, celui où le métro se remplit d'un coup. Là, tout le monde se regarde sans se regarder, comme pour dire qui bouge, qui se décale. Oui, c'est un grand classique. C'est la chorégraphie parisienne. Un pas en avant, un pas en arrière, un regard vers la porte, et finalement tout le monde trouve sa place sans un mot. C'est impressionnant quand tu y penses. Et dans le bus, il y a aussi les gens qui se mettent toujours au même endroit. Les étudiants à l'arrière, les personnes âgées à l'avant, les touristes au milieu. Exactement. C'est presque sociologique. Chacun a sa zone de confort. L'avant du bus est plus calme, plus sécurisé. L'arrière est plus détendu, souvent plus bruyant. Les Français choisissent leur place en fonction de leur humeur, de leur âge ou de leur destination. C'est vrai, on peut presque deviner la personnalité d'une personne selon où elle s'assoit. Absolument. Celui qui reste debout près de la porte, c'est souvent quelqu'un de pressé ou de pragmatique. Celui qui s'assoit dans un coin tranquille avec un livre, c'est un habitué du trajet. Celui qui se tient au milieu, c'est souvent un visiteur ou un passager occasionnel. C'est fascinant. Et ce qui est drôle, c'est que tout se passe sans parole. Tout le monde s'adapte spontanément. C'est ça la magie des transports français. Une organisation collective fondée sur l'observation et le respect tacite. Personne ne dirige, mais tout le monde joue le jeu. Donc, pour faire français dans le métro, il faut observer, s'adapter et surtout éviter de déranger. Exactement. Il faut sentir l'espace, pas le conquérir. Savoir quand s'asseoir, quand se lever, quand reculer d'un pas. Ce sont des petits gestes qui disent beaucoup. En fait, c'est une leçon de vie. Apprendre à trouver sa place, sans forcer, juste en observant. Tu vois, Nassim, comprendre les Français dans les transports, c'est aussi comprendre leur philosophie. La discrétion, l'équilibre et le respect des autres sans les envahir. Thomas, depuis que je prends les transports tous les jours, je fais attention à ce que je fais, mais j'ai parfois peur de mal agir sans m'en rendre compte. Il y a des comportements qui semblent normaux ailleurs, mais qui sont mal vus ici. C'est vrai, Nassim. Chaque culture a ses propres codes. Et dans les transports français, certaines choses peuvent paraître anodines, mais sont très mal perçues. Ce sont souvent des petits détails, mais ils comptent beaucoup. Par exemple, eh bien, la première erreur classique, c'est parler fort. Même si tu parles avec un ami ou au téléphone, les Français détestent les conversations trop bruyantes dans le métro ou le bus. Ils considèrent que c'est un manque de respect pour le calme collectif. Oui, je l'ai remarqué. Une fois, un groupe d'étudiants étrangers riait très fort dans le métro, et tout le monde les regardait avec des yeux ronds. Il n'y a eu aucun mot, mais on sentait la tension. Exactement. En France, le regard peut remplacer la remarque. Autre erreur fréquente. Écouter de la musique sans écouteur ou avec le son trop fort. Même si tu penses que c'est discret, ça gêne tout le monde. Ah oui, c'est logique. Et le fait de manger dans le métro, c'est aussi mal vu, non? Oui, surtout si l'odeur est forte. Une viennoiserie, ça passe, mais un sandwich au thon, c'est non. En fait, tout ce qui peut déranger les sens, bruit, odeur, gestes brusques, est mal perçu. Les Français tiennent à préserver une sorte d'harmonie invisible. Et le contact physique, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on évite à tout prix ici. Tu as raison. Dans les transports, le contact corporel est toléré, mais pas voulu. On sait qu'on est serré, mais on fait semblant de ne pas se toucher. Si tu bouscules quelqu'un, un petit pardon suffit. Mais il ne faut jamais poser ta main sur quelqu'un, même sans mauvaise intention. Je comprends. Et j'ai aussi remarqué que certaines personnes n'aiment pas qu'on leur garde trop longtemps. Exactement. Regarder quelqu'un fixement dans le métro peut être perçu comme intrusif, voire inquiétant. En France, le regard est privé. Si tu veux observer, fais-le discrètement, sans insister. C'est drôle parce que, dans d'autres cultures, le regard fait partie du dialogue, même entre inconnus. Oui, mais ici c'est différent. Le regard en dit beaucoup, alors on le réserve à ceux avec qui on a un lien. Dans les transports, le mot d'ordre scelle la neutralité. Ni trop proche, ni trop distant, ni trop curieux. Et les pieds sur les sièges. J'ai vu un jeune le faire une fois, et tout le wagon le fixait. Ah oui, ça c'est le grand tabou. Mettre les pieds sur un siège, même avec des chaussures propres, c'est considéré comme un manque total de respect. C'est un geste très mal vu. Je vois. Donc, pour résumer, il faut être calme, discret, respectueux et attentif aux autres. Exactement. Les Français aiment la cohabitation silencieuse. Chacun vit son trajet sans gêner le voisin. Et si tu respectes ça, tu passes inaperçu, ce qui ici est une vraie qualité. C'est intéressant parce qu'en apparence tout paraît froid, mais en réalité, il y a beaucoup de respect.
Oui, c'est une forme de politesse culturelle. En France, on montre le respect en se faisant petit, pas en se montrant. C'est une politesse invisible mais très forte. C'est une belle leçon finalement. Respecter le silence, c'est aussi respecter les gens. Exactement. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend beaucoup mieux la mentalité française. Thomas, je vais te dire la vérité. Quand j'ai commencé à prendre les transports en France, j'avais souvent l'impression d'être observé. Pas toujours méchamment, mais comme si ma présence éveillait la curiosité. C'est très intéressant, Nassim. Et tu n'es pas le seul à l'avoir ressenti. En France, surtout dans les grandes villes, il y a beaucoup de diversité. Les Français sont habitués à voir des visages et des accents différents, mais en même temps, il existe une sorte de curiosité silencieuse. On observe, on analyse, mais sans forcément juger. Oui, c'est exactement ça. Les gens ne disent rien, mais on sent leur regard. Parfois c'est juste de la curiosité, parfois un peu de distance. C'est vrai, le regard français peut paraître froid, mais il n'est pas forcément négatif. Les Français ont une culture de la réserve. Ils ne posent pas beaucoup de questions, surtout dans les lieux publics. Ils préfèrent observer d'abord, comprendre, avant de parler. Je comprends mieux. Donc ce n'est pas un rejet, mais plutôt une manière d'être prudente, respectueuse. Exactement. En France, l'espace public est un lieu où chacun garde une certaine neutralité. On ne veut pas envahir l'autre, ni paraître trop familier. Et quand on voit quelqu'un d'étranger, on est curieux, mais on reste à distance, par politesse. C'est vrai. J'ai remarqué aussi que parfois, quand j'ai du mal avec une machine ou un ticket, il y a toujours quelqu'un qui finit par m'aider, mais discrètement. Oui, ça c'est très français. On ne propose pas toujours de l'aide tout de suite, mais si on voit que quelqu'un galère, on intervient, avec une phrase courte, souvent sur un ton neutre. Appuyez ici. C'est cette carte-là. Le composteur est de l'autre côté. C'est une bienveillance discrète, presque timide. Oui, j'ai senti ça plusieurs fois. Une femme m'a aidé à trouver ma station, mais sans sourire, sans me parler longtemps. Elle m'a juste dit « C'est là, monsieur ». Et elle est repartie. C'était rapide, mais très gentil. Exactement. Les Français sont généreux, mais ils le montrent à leur manière. Ils évitent d'être intrusifs. Ils préfèrent aider sans faire trop. C'est une forme d'élégance sociale. C'est une attitude que j'apprécie en fait, parce qu'elle ne n'humilie pas. On t'aide, mais sans te faire sentir que tu dépends de quelqu'un. Oui, c'est tout à fait ça. Cette discrétion fait partie de la culture française. Aider, mais sans s'imposer. Et dans les transports, c'est encore plus visible, parce que tout le monde vit côte à côte, sans se connaître. Et je crois que le regard sur les étrangers change aussi selon les endroits. À Paris, il y a de tout, donc on passe plus inaperçu. Mais dans les petites villes, les gens te regardent plus facilement. C'est vrai. Dans les grandes métropoles, la diversité est normale. Dans les villes plus petites, la curiosité est plus directe, mais souvent bienveillante. Les Français aiment comprendre d'où viennent les gens, mais ils ne veulent pas paraître indiscrets. Donc, si je résume, en France, quand on est étranger, il faut accepter d'être observé un peu, mais sans y voir de mal. C'est juste de la curiosité silencieuse. Exactement. Et si tu souris, ou que tu dis bonjour, tu brises immédiatement la distance. Le Français curieux devient alors chaleureux. Oui, c'est vrai. J'ai remarqué qu'un simple sourire peut tout changer. C'est universel, mais en France, c'est encore plus fort. Parce que le sourire a une vraie valeur. Il dit « Je ne te dérange pas, mais je te respecte ». C'est beau. Finalement, les transports français, ce n'est pas un lieu froid, c'est un lieu codé. Il suffit juste d'en comprendre le langage. Exactement, Nassim. Et toi, tu commences à le parler couramment. Tu sais, Thomas, même si les transports français semblent silencieux et un peu froids, j'ai remarqué qu'il y a quand même des moments où les gens se rapprochent. Pas avec des mots, mais avec des gestes, des regards, de petites attentions. Tu as raison, Nassim. Et c'est là qu'on découvre le vrai visage des Français. Ils peuvent paraître réservés, mais quand la situation l'exige, ils savent être solidaires, d'une manière calme, sans spectacle. Oui, je me souviens d'un jour où une dame âgée est montée dans le bus. Personne ne lui a rien dit,
mais 3 personnes se sont levées en même temps pour lui laisser la place. Il n'y a eu aucun mot échangé. Tout s'est fait naturellement. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle la solidarité silencieuse. En France, la gentillesse s'exprime souvent sans parole. Un siège offert, un sac déplacé, une porte tenue. Ce sont de petits gestes, mais ils disent beaucoup. Oui, et j'ai remarqué aussi que quand quelqu'un est en difficulté, une poussette, une valise, un fauteuil roulant, les gens cèdent tout de suite, même sans se connaître. Absolument. Il y a une vraie sensibilité collective dans les transports. Les Français n'aiment pas parler pour rien, mais ils agissent. Ce n'est pas une solidarité bruyante, c'est une solidarité discrète mais sincère. C'est très vrai. Une fois, dans le métro, un monsieur a fait tomber ses courses. Sans un mot, 2 personnes se sont penchées pour l'aider. Pas de phrase, pas de « ça va », juste des gestes rapides, efficaces. C'est un très bon exemple. En France, aider quelqu'un, c'est naturel, mais on évite de rendre la situation gênante. On aide, on sourit, on repart. C'est une façon d'être bienveillant sans imposer une conversation. C'est une mentalité que j'aime beaucoup, parce qu'elle est simple, sans hypocrisie. Exactement. La solidarité française, c'est de la bienveillance silencieuse. Et elle se voit surtout dans les moments imprévus. Une panne, une alarme, un repart. Quand tout s'arrête, les gens se regardent, échangent un sourire ou un mot rassurant. C'est dans ces instants qu'on sent l'unité. C'est vrai. Une fois, le métro s'est arrêté brusquement dans le noir. Au début, tout le monde était tendu. Puis, quelqu'un a dit calmement « ça va aller ». Et on a entendu des petits rires. L'atmosphère a changé tout de suite. Oui, c'est ça la force des Français. Même dans la peur, ils trouvent l'humour ou la solidarité. Ils se connectent sans le dire. Et je trouve que c'est une belle leçon de culture, parce que souvent, on pense que la chaleur humaine, c'est le bruit, les mots, les gestes exagérés. Mais ici, c'est inverse. La chaleur passe dans le calme. Très belle observation, Nassim. En France, la solidarité, c'est un langage discret. Ce n'est pas le volume de la voix qui compte, c'est la délicatesse du geste. Oui, et je crois que c'est ce que j'aime le plus dans les transports français. Ce mélange de distance et d'humanité. Exactement. On se croise, on ne se parle pas toujours, mais au fond, tout le monde se comprend un peu. Thomas, j'ai l'impression que les Français ont une relation très particulière avec le stress dans les transports. On dirait qu'ils sont à la fois très patients et très impatients. Tu as parfaitement résumé. C'est une contradiction typiquement française. Dans les transports, les Français détestent attendre, mais ils savent qu'ils vont devoir le faire. Du coup, ils râlent, mais ils s'adaptent. C'est une forme de patience nerveuse. Oui, c'est vrai. Quand il y a un retard ou une panne, j'entends souvent des soupirs, des « c'est pas possible », mais personne ne bouge vraiment. Exactement. En France, râler, c'est une manière d'évacuer le stress. Ce n'est pas forcément de la colère, c'est un rituel collectif. Tu verras, dès qu'il y a une annonce de trafic perturbé, les gens se regardent, échangent un sourire ironique ou un commentaire, et puis tout le monde attend. Oui, j'ai vu ça. C'est comme une comédie silencieuse. On se plaint un peu, mais on ne fait rien. Oui, c'est ça. En fait, c'est une manière de garder le contrôle. Les Français n'aiment pas perdre leur calme en public. Alors ils soupirent, ils commentent, mais ils restent dignes. C'est une patience expressive, si on peut dire. Et pourtant, parfois on sent une vraie tension. Par exemple, quand le métro est bloqué longtemps, les gens deviennent nerveux. Ils regardent leur montre et ils tapotent du pied. Oui, parce que le temps est très important pour les Français. La ponctualité, c'est une valeur, surtout le matin. Donc chaque minute de retard compte. Mais en même temps, ils savent que crier ne sert à rien. C'est une bataille intérieure, la frustration d'un côté, la raison de l'autre. C'est exactement ça. Et parfois on entend quelqu'un dire « Ah, la France, toujours des retards », comme si se plaindre faisait partie du trajet. C'est tout à fait ça. Râler, c'est un sport national, mais c'est aussi un moyen d'exprimer la solidarité. Quand 2 personnes se plaignent ensemble, elles se comprennent sans se connaître. C'est une manière de dire « on est tous dans la même galère ». Oui, c'est vrai. J'ai déjà entendu 2 inconnus commencer à discuter à cause d'un retard, et au bout de 10 minutes, ils riaient ensemble. Exactement. C'est souvent dans les moments de stress que naissent les petits échanges humains. Les Français se rapprochent plus facilement quand ils partagent une difficulté. Donc, finalement, le stress des transports, ce n'est pas seulement une source de tension, c'est aussi une occasion de connexion. Tout à fait. C'est paradoxal, mais vrai. Les transports révèlent les émotions françaises. Impatience, ironie, solidarité, mais toujours dans le contrôle.
Et comment les Français gèrent ce stress au quotidien? Souvent avec de petites stratégies, écouter de la musique, lire, faire défiler les réseaux sociaux, ou simplement rêver en regardant par la fenêtre. C'est leur manière de transformer l'attente en moment personnel. Je comprends. Donc la patience française, ce n'est pas le calme absolu, c'est l'art de supporter avec élégance. Exactement, Nassim. Supporter sans exploser, râler sans se fâcher, attendre sans désespérer. C'est presque une philosophie de vie. Et c'est peut-être pour ça que, malgré tout, les Français reviennent chaque jour dans les transports avec la même énergie. Oui, parce qu'au fond, les transports, c'est le résumé parfait de la vie française. Un peu de désordre, beaucoup de patience et toujours une touche d'humour. Thomas, quelque chose m'a toujours intrigué. Comment les Français supportent-ils des trajets parfois très longs sans s'ennuyer? Parce que je les vois tous plongés dans quelque chose, mais chacun dans son monde. Ah oui, c'est typique. Le Français dans les transports, c'est un voyageur intérieur. Il n'est pas seulement en train de se déplacer d'un point à un autre, il s'évade mentalement. Et pour ça, chacun a sa technique. Oui, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs profils. Il y a ceux qui lisent, ceux qui écoutent de la musique, ceux qui regardent leur téléphone, et ceux qui ne font rien, mais regardent dans le vide. Exactement. Et chacun a sa raison. Les lecteurs, souvent, ce sont les plus calmes. Ils transforment le métro en bibliothèque. Un roman, un journal, un livre de poche, parfois même un magazine culturel. Les mélomanes, eux, créent une bulle musicale. Ils coupent le bruit du monde, ils voyagent dans leurs pensées. Et les rêveurs, ceux qui regardent par la fenêtre ou fixent un point invisible, méditent sans le savoir. C'est leur moment de pause, avant le travail ou après. C'est vrai. Et j'ai remarqué aussi les accros au téléphone. Certains regardent des vidéos, d'autres défilent sur les réseaux, mais personne ne parle au téléphone trop longtemps. Oui, parce qu'en France, parler longtemps au téléphone dans un espace public fermé, c'est mal vu. Alors les gens compensent avec le numérique silencieux. Les messages, les vidéos, les jeux. Et tu sais quoi? Ces gestes répétés font maintenant partie du décor des transports. C'est vrai. Quand je monte dans le métro, tout le monde a le regard baissé, la lumière bleue du téléphone sur le visage. C'est presque poétique d'une certaine façon. Oui, c'est une nouvelle forme de solitude partagée. Chacun dans son écran, mais tous dans la même rame. Et malgré cette distance apparente, il y a une sorte de paix. Personne ne dérange l'autre. Et les livres? J'ai remarqué que beaucoup de Français lisent encore sur papier, pas seulement sur téléphone. C'est vrai. La lecture dans les transports, c'est presque une tradition. C'est un moment à soi, une façon d'utiliser le temps perdu. Les Français aiment apprendre, réfléchir, s'évader. Le métro, pour beaucoup, c'est une extension du salon ou du bureau. C'est intéressant. Dans d'autres pays, les trajets sont vécus comme des moments d'attente. Ici, on dirait que les Français ont appris à habiter ce temps. Oui, c'est une très belle façon de le dire. Les Français ne subissent pas toujours le trajet, ils l'occupent. Ils le remplissent de musique, de lecture, d'idées. C'est un moment de transition productive. Et ça explique peut-être pourquoi, même quand le métro est en retard, les gens ne paniquent pas trop. Ils ont toujours quelque chose à faire. Exactement. Un Français sans distraction dans le métro, c'est rare. Il aura toujours un casque, un livre ou un écran. C'est une manière de transformer le temps d'attente en moment utile. Je trouve ça inspirant. Parce que moi aussi, maintenant, j'écoute des podcasts pendant mes trajets, souvent pour apprendre le français. Et voilà, tu es devenu un vrai voyageur français. Tu n'es plus spectateur du trajet, tu l'utilises. C'est ça le secret. C'est une belle philosophie, en fait. Même dans le mouvement, prendre le temps d'être avec soi-même. Exactement, Nassim. Et c'est ce qui rend les transports français si particuliers. Ce mélange de foule et d'intimité, de bruit et de silence intérieur. Thomas, plus j'observe les Français dans les transports, plus je remarque que tout passe par les gestes. Il y a comme un langage corporel universel, mais codé à la française. C'est très vrai, Nassim. En France, le corps parle souvent à la place des mots, surtout dans les lieux publics comme le métro ou le bus. Ce sont de petits gestes du quotidien, mais ils disent beaucoup sur la manière dont les Français vivent ensemble. Oui, par exemple, j'ai remarqué que beaucoup de gens lèvent légèrement la main quand ils veulent descendre, sans rien dire. C'est un geste simple, mais tout le monde comprend. Exactement.
Ce petit mouvement du bras vers le bouton ou la porte, c'est une façon polie de dire « je descends au prochain arrêt ». Pas besoin de parler, tout le monde l'a intégré. Et puis il y a ce geste du pardon silencieux, un petit signe de tête, parfois accompagné d'un léger sourire quand quelqu'un veut passer entre deux personnes. Oui, c'est un geste très typique. En France, on n'a pas besoin de longues phrases pour être poli. Une inclinaison de tête, un regard, un petit mouvement du corps suffisent. C'est une politesse gestuelle, apprise dès l'enfance. Et j'ai remarqué aussi le fameux regard complice entre voyageurs, surtout quand quelque chose d'inhabituel se passe. Une panne, un musicien, un contrôle. Ah oui, ce regard-là. C'est une véritable conversation muette. Les Français s'échangent souvent des regards pleins de sens. Tu as vu ça? Ou on en pense la même chose. C'est un moyen de partager un moment sans parler. C'est fascinant parce que ce regard crée une connexion sans mots. Parfois, on sourit à un inconnu juste parce qu'on partage la même situation. Exactement. Ce sont ces micro-interactions qui montrent la cohésion silencieuse des Français. Ils sont discrets mais attentifs les uns aux autres. J'ai aussi remarqué que certains gestes ont une signification précise. Par exemple, lever les yeux au ciel quand une annonce parle d'un retard, ou souffler en rangeant son bac. Oui, ces gestes sont universels, mais en France, ils ont une intensité particulière. Le soupir, par exemple, c'est presque un mot à part entière. Il exprime la lassitude, l'ironie, parfois même la solidarité. Quand deux personnes soupirent en même temps, c'est une forme d'accord tacite. C'est vrai. Et il y a aussi les gestes pour céder sa place. Un petit mouvement de main, un « allez-y » du regard. Ce n'est jamais exagéré. Oui, toujours dans la retenue. En France, la générosité se fait avec modestie. On aide sans trop en faire, on communique avec subtilité. Les gestes remplacent les mots pour garder une certaine harmonie. Donc, dans les transports, il faut non seulement écouter, mais aussi observer. Exactement. Le vrai français ne s'entend pas seulement, il se lie dans les gestes. Le bus, le métro, le tramway, ce sont de grands théâtres du quotidien, où chacun joue sa scène avec discrétion. C'est magnifique ce que tu dis. Finalement, comprendre les Français dans les transports, c'est aussi apprendre leur grammaire du corps. Parfaitement dit Nassim. Le langage des Français ne se limite pas à leurs mots. Il se cache dans un sourire, un regard, une attitude. Et quand tu sauras les lire, tu comprendras vraiment leur culture. Je crois que c'est ce que j'aime le plus maintenant dans les transports, ce mélange de silence, de gestes et d'humanité. Et c'est ça le cœur de la communication à la française. Parler peu, mais exprimer beaucoup. Thomas, après toutes ces discussions, je me rends compte que les transports français ne sont pas seulement un moyen de se déplacer. C'est presque une scène vivante, un miroir de la société. C'est exactement ça, Nassim. Le métro, le bus, le tramway, ce sont de véritables microcosmes de la France. On y retrouve tout, la diversité, la politesse, le stress, la créativité, la pudeur et même l'humour. C'est vrai. En observant les gens, j'ai appris plus sur la culture française que dans n'importe quel livre. Le silence, les gestes, les soupirs, les regards, tout raconte quelque chose sur la manière de vivre ici. Oui, et ce qui est fascinant, Nassim, c'est que les transports réunissent des gens qui ne se croiseraient jamais ailleurs. Des étudiants, des cadres, des retraités, des touristes, des ouvriers. C'est un lieu neutre, mais profondément humain. Et pourtant, tout fonctionne avec des règles invisibles. La discrétion, la distance, le respect du silence. Ce sont des valeurs profondément françaises, non? Absolument. Ces règles non écrites reflètent le caractère collectif des Français. Une société qui valorise la liberté individuelle, mais dans un cadre commun. Chacun est libre, mais chacun respecte la tranquillité de l'autre. C'est une forme d'équilibre. J'aime cette idée d'équilibre. On dirait que les transports sont une métaphore de la vie en France. Chacun dans son espace, mais tous en mouvement ensemble. C'est très bien dit, Nassim. Les transports montrent aussi le rythme français. Un mélange de rapidité et de lenteur, de routine et de surprise. Un jour, tout est fluide. Le lendemain, tout s'arrête à cause d'une grève ou d'un incident. C'est la vie à la française. Un peu chaotique, mais pleine de caractère. Oui, et malgré tout, les gens s'adaptent. Ils râlent, ils soupirent, mais ils avancent toujours. C'est une forme de résilience tranquille. Exactement. Le métro, c'est une école de patience et de coexistence. Chaque trajet t'apprend à observer, à comprendre, à te taire parfois, à sourire quand il faut. C'est un entraînement à la vie collective. Et je crois que c'est pour ça que les Français y tiennent tant, même s'ils s'en plaignent tout le temps. Le métro, c'est leur quotidien, leur espace de réflexion, leur théâtre du matin. Oui,
Il râle parce qu'il l'aime. C'est un peu comme une vieille habitude, parfois fatigante, mais impossible à quitter. Tu sais, au début, je voyais le métro comme un endroit froid. Maintenant, je le vois comme un lieu d'histoire silencieuse. Des visages fatigués, des gestes polis, des petites solidarités, des pensées qui voyagent dans des wagons pleins. Et c'est exactement ça, Nassim. Le métro, c'est la France en mouvement. Pas une France de Bossport, mais une France vivante, complexe, humaine. Je crois que je comprends mieux maintenant. Comprendre les Français dans les transports, c'est comprendre la France elle-même. Son rythme, ses valeurs, ses contradictions. Et c'est une très belle conclusion. Parce que, au fond, prendre le métro, c'est apprendre à écouter sans entendre, à voir sans juger, et à vivre ensemble, même sans se parler. Merci Thomas. Ce voyage dans le métro français m'a appris plus que je ne l'imaginais. Et moi, Nassim, je crois que tu es prêt à devenir un vrai Parisien, ou du moins un vrai observateur du quotidien français.